Bonjour à tous. Cette conférence, je suis en avec nous. Moi, personnellement, je pense que 99% de mes projets sont des projets en partenariat. On avait toujours le problème de comprendre comment tous ces côtés de propriété intellectuelle fonctionnent. Dizaines de rencontres avec Jérôme, et à un moment donné, on a décidé qu'il y ait un peu une présentation, non seulement pour nous, pour tout le monde, pour que les gens sachent comment ça fonctionne. Jérôme lui-même, il a fait un bac en biologie ici à l'Université Laval et à l'Université de Lausanne. Et ensuite, il a fait une maîtrise en neurobiologie. Il a travaillé sur la maladie Parkinson. Ensuite, un doctorat en sciences pharmaceutiques, qu'on voit lié à la maladie Parkinson. Ensuite, il a commencé dans le bureau de conseiller en valorisation de recherche au Bloom et il nous aide, tous les chercheurs, pour comprendre tous ces concepts et de toutes les relations entre les partenaires dans le projet de partenariat. Merci d'être venu. Merci, ça me fait plaisir d'être là. Merci à vous d'être présent. Donc, c'est ça, je vais essayer de parler aujourd'hui de recherche partenariale et de propriété intellectuelle. C'est sûr que c'est une présentation d'environ 30 minutes. La recherche partenariale, c'est très, très large. Ça peut être une simple petite collaboration entre deux universités, comme ça peut prendre l'ampleur d'une chaire de recherche. Donc, je n'ai pas les connaissances et je n'ai pas le temps de parler de tout ce qui touche à la recherche partenariale, mais je vais quand même aborder certains points qui touchent davantage notre bureau. Et puis, je suis sûr qu'ils pourront vous intéresser. Donc, pour débuter, en fait, j'ai une introduction sur moi, mais je travaille en fait au bureau Liaison Université-Milieu. Donc, je pense que c'est important que vous connaissiez ce bureau. Qu'est-ce qu'on fait? On est au vice-rectorat à la recherche, à la création et à l'innovation, le VRRCI. Donc, on est au pavillon Jeanne Lapointe, anciennement Tour des sciences d'éducation. Notre mission, c'est de vous aider à faire la gestion, la protection de la propriété intellectuelle qui est issue de la recherche à l'université, la valorisation et la mobilisation des connaissances, sensibiliser, mobiliser la communauté de la recherche universitaire pour accroître les partenariats, puis réviser et négocier des ententes contractuelles. Dans notre bureau, donc, on a notre directrice Najat, qui est également conseillère en sciences de la vie. On a des agentes de secrétariat, Lisette et Myriam. On a un conseiller juridique, Shadi. Puis, on est 6 conseillers pour vous accompagner, tous avec des backgrounds en sciences. Donc, Victor et Vincent en sciences et génie, Alexandre et Leonardo en société et culture, moi en sciences de la vie avec ma collègue Najat et je m'occupe aussi agriculture agroalimentaire. Puis, Mathieu, qui est notre dernier arrivé. Donc, il n'y a pas de domaine précis pour l'instant, mais il nous aide avec les ententes contractuelles. Donc, normalement, dans une présentation, il y a toujours un plan de présentation. Moi, j'ai décidé en fait de remplacer le plan de présentation par notre offre de service au Bloom, donc le processus d'accompagnement. Et c'est par ça en fait qu'on va passer la présentation aujourd'hui. Donc, on va se concentrer autour de l'avant-pendant recherche qui va occuper la thématique surtout de partenariat. Puis ensuite, tout ce qui est transfert technologique, donc de la déclaration à la négociation de licence. Évidemment, tout ça rentre quand même dans la thématique de partenariat. Et pour certaines étapes, vous allez voir en fait en collaboration avec Axelis. Donc, Axelis, c'est la société de valorisation de la recherche publique au Québec. Et c'est une société qui est financée par le MEIE. Donc, on travaille conjointement avec eux pour certaines étapes. Le avant-pendant recherche. Donc, c'est important quand on se penche sur un projet de recherche de savoir de qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour faire cette recherche-là. Donc, ça arrive, oui, que les projets sont isolés à l'université, sont faits dans le laboratoire. On ne dépasse pas du cadre de l'université. Mais bien souvent, en fait, on va devoir s'étendre ailleurs, donc au partenariat, c'est-à-dire aller voir d'autres universités, aller voir des partenaires privés. Donc, ça peut demander en fait certaines ententes, notamment des ententes de confidentialité. Vous allez voir, confidentialité revient très souvent dans la présentation.
parce que c'est quelque chose qui est excessivement important. Ça a un impact, en fait, sur la propriété intellectuelle, sur votre collaboration avec des partenaires. Donc, je vais y revenir souvent. La conséquence d'une divulgation, en fait, d'informations confidentielles peut faire perdre la nouveauté, le critère de nouveauté pour déposer un brevet, peut faire perdre même le partenariat, peut faire perdre l'idée d'un projet que quelqu'un d'autre va prendre. Donc, c'est important de considérer ça. Qu'est-ce que c'est une divulgation publique? Ben, c'est un article scientifique, un séminaire étudiant, conférence, affiche, vente, offre de vente, utilisation. Souvent, ce qu'on voit beaucoup chez les étudiants, une divulgation, ça va être vraiment non volontaire. Ça va être dans un séminaire, pas besoin d'être à l'international, un séminaire à l'université, à l'EBIS par exemple, où l'étudiant va divulguer, oui, ses résultats qui sont sur le poster, mais va souvent être amené à vouloir divulguer un peu plus les nouveaux résultats, quelques informations en fait qu'un partenaire a pu donner qui contribuent au projet. Et ça, c'est comme l'information de trop qui n'avait pas vraiment le droit de le dire, mais qui n'était peut-être pas au courant. Donc, on va voir, en fait, on va parcourir tout ce qui est la confidentialité, puis qu'est-ce que vous devez vous assurer. Droit d'utilisation, donc, un peu comme quand on fait différentes présentations ou peu importe, il faut éviter le plagiat, mais il faut éviter également de s'attribuer des droits qui ne sont pas les nôtres. Donc, ça peut être d'aller chercher, par exemple, des articles scientifiques, des questionnaires ou toutes sortes de choses qu'on retrouve, en fait, puis de pas nécessairement volontairement se les attribuer, mais de dire, OK, bien, je vais les réutiliser en les transformant. Souvent, ce n'est pas une transformation qui est nécessaire pour que ça soit euh, une nouvelle, en fait, une nouvelle innovation ou quelque chose. Donc, on s'attribue un peu le travail d'un autre sans s'en rendre compte. Puis, ça peut être problématique, en fait, pour la suite du travail, pour ensuite pouvoir publier ou ce genre de choses. On le voit, en fait, un exemple, c'est les licences open source maintenant que la plupart des gens connaissent, là. Donc, les licences open source, souvent, nous donnent le droit d'utiliser librement des licences pour des logiciels, différents codes. Mais en réalité, il faut connaître les droits derrière ces licences-là parce qu'ils ne nous donnent pas tous les droits. Puis, on peut se retrouver, en fait, à enfreindre le droit des tierces parties. Gestion des données, ben, c'est important d'avoir un plan de gestion. Donc, euh, qui transfère les données, où sont transférées les données, par quelle méthode de transfert, quel type de données, jusqu'à quand on les conserve, c'est quoi le risque sur les données. Donc, des données génétiques de bactéries dans du sol, ça n'a pas le même risque que les données personnelles d'un patient avec son historique médical. Donc, il faut savoir le risque. Pour les plans de gestion, donc, nous, on peut vous aider à répondre à des questions, mais les plans de gestion, la bibliothèque aussi travaille sur ça, peut vous aider. Finalement, transfert de matériel. Donc, ça se peut dans votre projet, vous avez besoin du matériel d'une autre institution ou d'une compagnie. Il faut savoir à qui appartient le matériel. Ça peut être vous, si vous voulez envoyer pour une collaboration du matériel. À qui ça appartient? Est-ce que vous l'avez développé dans le laboratoire ou ça vient d'un autre laboratoire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le matériel d'autrui? S'il y a des dérivés du matériel, à qui ça appartient? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser, puis que nous, on peut vous aider à répondre. Donc, ça sont toutes des ententes, en fait, qui peuvent rentrer dans un projet, puis qui amènent à faire du partenariat. Mais ça peut rentrer aussi dans des grandes ententes de partenariat, dont deux modèles typiques, en fait, de partenariat, où on peut voir du matériel, des transferts de données, de la confidentialité. Soit, en fait, les deux types, c'est les subventions de recherche en partenariat. Vous connaissez déjà les subventions de recherche, aller chercher des subventions au CRSNG ou autres. Dans ce cas-ci, en partenariat, ben, le meilleur exemple, c'est l'Imitax. Puis, vous avez de l'autre côté aussi les contrats de recherche ou les contrats de service. Donc, la grande différence, et c'est là des fois que les compagnies vont vous poser des questions parce qu'ils ne savent pas trop où aller. Euh, une subvention en recherche en partenariat, ben, c'est du financement destiné à supporter le projet d'un chercheur. Donc, c'est le chercheur qui élabore un projet, qui fait une demande de financement, puis un partenaire peut être intéressé à joindre au projet, soit intéressé au niveau à fournir en fait financièrement ou en nature, donc des produits. De l'autre côté, un contrat de recherche, un contrat de service, ben, c'est le projet du partenaire qui amène à l'université ou, par exemple, pour une plateforme où il requiert un service, donc des résultats qu'il veut en fait récupérer pour son propre projet.
Dans le cas de la subvention, ben, c'est des fonds publics, comme vous le savez, avec un apport souvent privé si c'est en partenariat. Dans le cas du contrat de service, ben, c'est des fonds privés, donc c'est la compagnie qui finance le projet. Les obligations, l'université s'engage en fait à protéger la liberté académique, protéger les étudiants, s'assurer d'un bénéfice pour la recherche publique dans le cas d'une subvention, alors que dans le cas d'un contrat, ben encore là, c'est la compagnie qui dirige le projet. Donc, les obligations sont moindres, en fait. Il y a toujours des obligations pour l'université, là, mais ils ne sont pas les mêmes. C'est la compagnie qui dirige. Rémunération des étudiants. Dans le cas de subvention, les étudiants sont admissibles à une bourse. Dans le cas d'un contrat de recherche, ben, selon les lois en fait, du gouvernement du Québec, c'est davantage un emploi, un contrat de service. Donc, les bourses sont moins applicables. Donc, c'est là qu'il faut faire attention avec les étudiants. Ben, c'est si vous êtes dans un contrat de service, l'argent que vous allez recevoir, c'est davantage comme à titre d'employé. Donc, ça peut être imposé. Euh, Ensuite, gestion de la propriété intellectuelle, confidentielle, publication. Je vais les parcourir. C'est trois choses qui nous concernent le plus, nous, au bureau, puis qui sont vraiment importantes dans les contrats en partenariat. Gestion de propriété intellectuelle. Donc, dans le cas de subvention, la propriété appartient à l'université. On peut diviser avec la compagnie. Le partenaire a des droits. Peut avoir des droits commerciaux, mais essentiellement, c'est de la recherche qui est faite à l'université, c'est avec des fonds publics. Donc, c'est l'université qui retire la propriété sur les résultats. L'étudiant est propriétaire, évidemment, tout le temps de ses travaux, sa thèse, mémoire. Dans le cas de contrat de recherche, je répète, le partenaire, bien souvent, a tous les droits parce que c'est son projet. Au niveau de la confidentialité, ça s'applique aux deux, sauf au niveau des résultats de recherche qui ne pourront pas être confidentiels dans une subvention. Je vais y revenir après. Publication. Dans les subventions, c'est sûr que les publications doivent être autorisées et même ils ne peuvent pas être empêchés. C'est le but de l'université, hein, diffuser les connaissances. Donc, la publication est essentielle. Dans le cas de contrat de recherche, ça peut être plus difficile parce que les informations, les résultats appartiennent à la compagnie. Donc, comme j'ai dit, on va se concentrer un petit peu sur cette section-là ici. Évidemment, je vous l'ai dit au départ, là, le partenariat, c'est beaucoup plus large que ça. Il y a beaucoup d'autres choses à discuter, mais je vais me concentrer pour la présentation ici sur cette section-là. Avant la recherche, donc, avec un partenaire, c'est important de définir c'est quoi la propriété qui va être présente, qui va être issue de cette recherche-là. Donc, c'est quoi la propriété antérieure? C'est quoi que le laboratoire amène dans la recherche, la propriété antérieure? Donc, c'est quoi les résultats, les données que vous amenez avant? Cette propriété-là appartient à la partie qui l'amène, donc soit le partenaire privé ou l'université. Les membres UL doivent s'assurer qu'ils possèdent toutes les licences et les sessions. Donc, ça revient au point où je mentionnais en fait d'avoir les droits d'utilisation de ce qu'on utilise dans le projet. Les parties doivent définir à qui appartiendra la propriété qui est issue de projet de recherche. Vous comprendrez que les objectifs de l'université versus une compagnie ne sont pas du tout les mêmes. L'université, c'est l'avancement des connaissances, c'est la publication, c'est la diplomation des étudiants. La compagnie, c'est de faire de l'argent avec ses produits, avec ses services. Donc, il faut bien définir, en fait, la propriété. C'est souvent l'enjeu majeur que dans les contrats, en fait, en collaboration. Donc, les résultats, c'est l'ensemble des biens issus de la recherche, autant les informations, les données, les biens intellectuels, les biens matériels. Certains de ces biens, c'est-à-dire les créations intellectuelles, peuvent être protégés. Les inventions, les œuvres, les logiciels, les bases de données peuvent être protégés, droits d'auteur, brevets. Bon, vous connaissez déjà un peu et je vais en discuter plus tard, des méthodes de protection de la propriété intellectuelle. Ça a une énorme valeur pour les compagnies. Donc, c'est sur ça, en fait, qu'ils vont surtout vouloir négocier et essayer d'en retirer le plus. L'université détient des droits de pays sur ce qui est fait dans le cadre de la recherche universitaire, selon nos règlements sur l'API. Donc, ce qui est fait avec des fonds publics, ce qui est fait avec le personnel, le matériel de l'université. L'université a des droits, en fait, sur ce qui ressort de la recherche. Maintenant, si on passe aux informations confidentielles, euh, les informations ont de la valeur et dont les droits sont détenus par des tiers doivent être protégés. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui importe pour les compagnies, puisque ça peut être de la propriété
intellectuelle antérieure. Donc, ça peut être quelque chose que la compagnie a mis énormément d'argent et de temps à développer. Ils ne voudront pas que ça soit diffusé à tout le monde. Ça peut être des secrets, des stratégies, des savoir-faire, des algorithmes, des secrets industriels, des recettes, par exemple. Ça peut être des données, des renseignements personnels, des données sensibles. La protection des informations confidentielles exige de limiter l'accès le plus possible. Donc, souvent, on va avoir tendance à partager ça beaucoup dans les laboratoires. C'est quand même important qu'un étudiant qui est sur le projet ne partage pas nécessairement l'information confidentielle avec les autres étudiants, même s'ils sont dans le même laboratoire. Essayer vraiment de restreindre ça à ceux qui doivent réellement connaître ces informations-là. Ça permet d'éviter la propagation de ces informations. Donc, limiter l'accès, bien identifier l'information confidentielle, autant si vous, vous en envoyez que si vous en recevez, dites aux partenaires d'identifier cette information-là pour éviter justement de se dire, c'est banal, c'est pas confidentiel, donc je peux, sans faire par exprès, le divulguer dans une présentation parce que je pense que ce n'est pas problématique. Mais ça va l'être pour le partenaire. Normalement, on définit à la durée de la confidentialité 5 ans au maximum. Ça s'explique parce qu'un doctorat, c'est en moyenne 5 ans. Donc, vous comprendrez qu'un étudiant qui arrive à l'université, commence son doctorat, il y a de l'information confidentielle dans la recherche partenariale, il part en moyenne après 5 ans. Bien, c'est sûr que dans 10 ans, nous, on ne peut pas contrôler qu'est-ce que l'étudiant dit, on ne peut pas l'empêcher de divulguer ce qu'il considère comme des acquis dans sa formation. Donc, tant on a des compagnies qui disent ah non, ça c'est un secret, ça ne peut pas sortir. La confidentialité, c'est à l'infini, il n'y a pas de limite. Ce n'est pas possible pour nous. On est une université, donc c'est pas possible. Les contrats de confidentialité, tous les contrats faits à l'université sont faits par l'université avec le partenaire, l'institut, l'autre institut ou la compagnie. Donc, c'est toujours l'université qui signe, un représentant de l'université, et le chercheur est intervenant, il représente son laboratoire. Souvent, ce qui peut arriver, c'est que la compagnie peut demander également que l'étudiant signe un document pour être conscient des engagements de confidentialité. Donc, la FESP, en fait, a autorisé un document qu'on peut faire signer qui est strictement entre l'université, le chercheur et l'étudiant pour lui faire comprendre l'engagement de confidentialité, l'importance. Ça ne sort pas de l'université, ce n'est pas avec le partenaire, c'est vraiment à l'interne. Mais en tant que chercheur, professionnel de recherche aussi, vous pouvez le signer, vous pouvez le demander. Donc, malgré tout ce qu'on a parlé de confidentialité, dans une collaboration partenariale, les résultats ne peuvent pas être confidentiels parce qu'ils doivent être publiés. C'est normal dans le cadre de la mission de l'université. Mais c'est quelque chose que va souvent négocier la compagnie. Donc, en fait, on doit s'accorder avec la compagnie et on doit respecter l'accord qu'on signe avec eux. Notamment, souvent, en fait, c'est leur donner un droit de regard sur la publication, sur les résultats. Donc, de leur donner un délai de 30 jours pour évaluer le potentiel des résultats et déterminer si, selon eux, ça a une valeur commerciale, s'ils doivent le protéger. Mais au final, la compagnie ne pourra jamais empêcher la publication. C'est primordial pour l'université que les étudiants et les chercheurs puissent publier. Donc, ce qu'il faut se demander, si vous faites un partenariat, vous commencez à avoir des discussions sur le projet avec le partenaire, c'est rapidement en fait de voir qu'est-ce qu'il y en est des publications. Si les résultats sont positifs, qu'est-ce qu'on fait? Le partenaire va souvent vous dire, ben oui, il faut les divulguer, c'est bien correct. Si les résultats sont commercialisables, sont brevetables, il va dire, ah non, non, ben là, ça, je vais les garder pour moi, il ne faut pas que ça soit divulgué. Ben non, ça doit être divulgué. Fait que c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait? Ben justement, on leur donne un délai, on négocie avec eux pour voir un temps où ils peuvent protéger, mais qui ne peuvent pas empêcher la divulgation. Maintenant, si les résultats sont négatifs, on va vous dire, ben non, on ne peut pas publier, on ne veut pas que nos produits soient associés à des résultats qui sont négatifs. Mais ce n'est pas possible. Des résultats négatifs, ça doit être publié aussi si l'équipe de recherche le veut. Donc, c'est toute cette négociation à avoir et à discuter avec le partenaire avant même de commencer à entreprendre le projet ou la négociation de l'entente. Bon, on a passé un peu le volet très partenarial, très contractuel. Maintenant, on va se pencher un peu plus sur la partie transfert technologique, qui est une partie souvent peut-être plus négligée
parce qu'on voit, en fait, on le voit un peu à l'opposé de la publication, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est une voie qui est parallèle à la publication. Ça n'empêche pas la publication, mais il faut faire attention, notamment à la divulgation d'informations qui pourraient empêcher la protection et le transfert des résultats, des technologies, des œuvres vers le milieu, en fait. Donc, on commence, en fait, dans notre offre de service, nous, on vous accompagne dans la déclaration, que ce soit des technologies, des œuvres, innovation sociale, matière végétale. Je vais vous montrer après un peu les droits de pays. On vous accompagne pour savoir, dans la déclaration, qui est propriétaire de l'innovation, qui sont les inventeurs, auteurs. C'est important de les déterminer. Au départ, c'est facile de dire ah oui, on inclut tout le monde ou non, non, c'est moi qui ai inventé ça. Qu'on va arriver à des protections puis à quelqu'un qui est preneur. Donc, honnêtement, quand il y a de l'argent, ben, c'est là que le conflit va arriver où les gens vont dire moi, j'ai contribué à ça, tu n'as pas le droit de faire ça avec, de le licencier, je veux ma part aussi. Là, ça peut créer des problèmes au niveau des brevets notamment. Puis si on inclut tout le monde, ben là, on se ramasse avec des redevances, on a 20 personnes. Ben, peut-être que tout le monde n'a pas réellement fourni un apport qui mérite d'être là. Ça revient un peu au même que lorsqu'on fait une publication scientifique, là. Qui qu'on détermine qui est dans l'article, qui est dans les auteurs, versus qui est dans les acknowledgements. Il faut se demander qui a financé l'innovation. Si on essaie de déclarer une innovation puis qu'elle est dans un contrat de service et qu'on a dit on donne tout à la compagnie, ben, on peut pas rien faire. Est-ce qu'il y a eu des divulgations? Encore là, on revient à la notion de confidentialité. Puis, on va regarder également l'antériorité. Est-ce qu'il y a eu des publications? Est-ce qu'il y a eu des brevets sur cette innovation-là? Puis, en collaboration avec Axelis, on va faire une analyse de marché pour voir le potentiel que l'innovation. Est-ce que ça vaut la peine de le déclarer? Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a des preneurs? Petite introduction aux droits de propriété intellectuelle, qui sont souvent peut-être moins connus. Droit d'auteur, donc ce qui touche en fait toutes les œuvres littéraires, œuvres écrites, logiciels. Logiciel, ça couvre très large en termes de droit de propriété intellectuelle, là, mais ici, on va parler surtout du code. Donc, le code, c'est une œuvre littéraire. Ensuite, œuvre dramatique, œuvre musicale, œuvre artistique. Droit d'auteur, peut-être dans votre domaine, ça peut être des questionnaires, ça peut être des guides d'utilisation. Ensuite, on a propriété industrielle, donc les brevets, obtention végétale, les indications géographiques qui constituent en fait une étape réalisée dans une région associée à une qualité, le champagne. Appellation d'origine, qui ont une ressource et un savoir-faire d'une région, l'agneau de Charlevoix, par exemple. Les marques de commerce, bon, c'est assez simple, là, Apple, Microsoft. Les dessins et les modèles, donc les circuits intégrés, les dessins industriels, la bouteille, par exemple, de Coca-Cola. Ça peut être l'interface graphique d'un logiciel. Donc, nous, à l'université, on pourrait s'occuper de tout, mais je vous dirais qu'honnêtement, les droits d'auteur, les brevets, un peu d'obtention végétale, là, mais les droits d'auteur et les brevets, c'est vraiment ce qui est déclaré à l'université. Les droits d'auteur, en bref, je ne rentrerai pas dans les détails. Si vous avez des questions, notre bureau s'occupe des droits d'auteur pour la partie recherche. Pour la partie études, c'est tout ce qui est bureau du droit d'auteur à la bibliothèque. Euh, donc, ça inclut aussi, par exemple, le plagiat là, donc, dans les cours et tout ça. Les droits d'auteur, en bref, l'œuvre doit être fixée sur un support et exprimée. Donc, ça peut pas juste être une idée. On pense quelque chose, on se dit, ah oui, ça serait nouveau, faut le fixer, il faut l'écrire, il faut que ça soit tangible. La protection légale s'applique aussitôt, est internationale et c'est pas obligé de le déclarer, elle est automatique dès que c'est mis sur un support. Le symbole copyright là, n'est pas obligatoire. Un minimum de talent et de jugement doit être exprimé, donc ça doit être innovant, ça doit être créatif. Ça ne peut pas être juste euh, tiré de quelqu'un ou facilement en fait déduit de l'œuvre de quelqu'un d'autre. Et la protection est de 70 ans après la mort de l'auteur.
Brevet, en bref, ça protège les inventions nouvelles, utiles, non évidentes. Trois critères qui sont très importants. Nouvelles, on réfère ici encore à la divulgation, à la confidentialité. Nouveauté, ce n'est pas nécessairement que ça existe déjà, c'est qu'on est capable de trouver de l'information sur cette innovation-là à quelque part. Ça a été divulgué dans une présentation. Utilité, bien évidemment, il faut que ce soit utile. Quelque chose qui est une invention qui est inutile, ben, ça ne peut pas être brevetable. Non-évidence, un critère qui est un petit peu plus difficile à comprendre ou à établir, mais c'est quelqu'un versé dans le même art que vous ne peut pas, de façon évidente, créer quelque chose qui ressemble en fait à ce que vous avez déjà créé. Je prends un exemple un peu naïf, un peu stupide, là. Mais si je crée une recette, par exemple, de tarte aux pommes, puis la recette inclut différents procédés mécaniques, chimiques, peu importe, puis je veux protéger cette recette-là, ben, quelqu'un d'autre qui a les mêmes connaissances que moi en cuisine, qui est capable de comprendre mon procédé, ne peut pas prendre le même procédé et dire je vais faire une tarte aux poires. Ben, c'est évident. Ça revient en fait à mon invention. Donc, c'est un exemple un peu banal, là, mais c'est pour illustrer un peu ce critère-là qui peut souvent être assez compliqué à comprendre. Donc, qu'est-ce qui est brevetable? Un produit, une composition de matière, appareil, procédé de fabrication, molécule, formulation, usage, équipement, procédé de synthèse, mélange, modification génétique induise, ce qui est souvent peut-être plus dans votre domaine, ce qui ne peut pas être protégé, là, c'est ce qui est naturel. Donc, une nouvelle séquence génétique ou une nouvelle protéine, mais qui n'est pas modifiée, qui est issue de la nature, ça ne peut pas être protégé. Le brevet, c'est important de savoir que ça empêche un tiers de fabriquer, d'utiliser, de vendre, d'importer euh, le produit. Par contre, ça ne nous donne pas le droit de l'utiliser, ce qu'on appelle le freedom of operate. Donc, ce n'est pas parce que vous avez une protection par brevet que vous avez le droit de l'utiliser. Ça empêche juste, c'est une restriction. C'est un bloquant pour les autres qui voudraient essayer de faire quelque chose que vous avez déjà montré. C'est une protection pays par pays. Il n'y a pas de brevet international. Pour ceux qui connaissent le PCT, on pourra en rediscuter après, là, mais il n'y a pas de brevet international. C'est une durée de 20 ans après la date de dépôt de la première demande. Et c'est souvent, en fait, le brevet, une des plus grandes valeurs pour une compagnie. Donc, souvent, ça a beaucoup plus de valeur que les produits ou les services qu'offre une compagnie. Ça permet notamment d'aller chercher des investisseurs parce que c'est vraiment une protection dans un environnement qui leur permet, en fait, qui va permettre d'exploiter et de restreindre les compétiteurs. Donc, ça a une énorme valeur. L'université aide à protéger les inventions. Donc, dans notre processus, ça n'était pas marqué plus haut, mais l'université, en fait, vous aide à protéger jusqu'à une certaine capacité, vous allez voir pourquoi, à protéger les inventions financièrement. Pour vous illustrer, en fait, donc, bon, une demande de brevetabilité, là, c'est pour étudier. Là, souvent, on ne le fait pas, mais quand même là. Le brevet va commencer au temps zéro, au temps du dépôt, où on va déposer un provisoire qui est bon 1 an, autour d'une demande autour de 10 000 Ensuite, au bout d'1 an, on peut déposer le PCT, qui est une seconde demande pour 1 an et demi. On monte maintenant les frais à 20 000 Ensuite, on va faire une entrée en phase nationale. Donc, ça, c'est le vrai brevet par pays. Ici, l'entrée en phase nationale représente environ 3 pays, donc typiquement Canada, US, puis un troisième pays. Souvent, ça peut être Corée, Japon, Chine, Brésil, environ, mais évidemment, ça peut être n'importe quel pays, ou presque. On est déjà à 60 000. Puis si on inclut l'Europe, qui va avoir plusieurs pays, on est déjà rendu à 100 000. Ici, on est juste au dépôt des demandes, au paiement des agents de brevet, puis aux taxes de dépôt. On n'est pas à l'entretien des taxes de maintien qui reviennent chaque année. On n'est pas non plus au paiement des taxes. Donc, vous comprenez que à 100 000, ben, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui peut, demain matin, se permettre de déposer un brevet. Donc, souvent, ça va être les institutions, les grandes compagnies. Les startups non plus, souvent, n'ont pas les moyens. Donc, l'université, en fait, accompagne là-dedans, mais dans une certaine limite. Je prends la peine aussi de vous parler de gestion des droits d'auteur parce que c'est
comme je l'ai mentionné, c'est très important pour les dépôts de brevets ou de droits d'auteur. C'est important de distinguer inventeur, auteur, contributeur. Inventeur va surtout être pour les technologies. Donc, c'est quelqu'un qui a un apport inventif. Ce n'est pas quelqu'un qui amène juste une idée. C'est quelqu'un qui va être capable d'amener l'idée et de discuter d'une solution pour un problème. Les auteurs, ben, vous êtes habitués beaucoup avec les publications scientifiques, là, c'est quelqu'un qui contribue au projet. Dans les deux cas, l'inventeur et l'auteur doivent être imputables sur l'invention ou le document, l'innovation, doivent être responsables. Donc, ce qui veut dire que si on pose une question à l'inventeur ou l'auteur, il doit être capable d'au moins sommairement décrire de quoi on parle, puis de le défendre. Alors que quand on parle de contributeur, ben, c'est plus quelqu'un qui a une participation ponctuelle. On lui dit, OK, ben, fais telle expérience, fais telle analyse, puis nous, on va analyser après ça les résultats. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a un apport scientifique. Souvent, dans les publications, c'est quelqu'un qu'on va mettre dans les acknowledgements. Donc, après tout ça, déclaration de l'invention ou de l'innovation, protection, on arrive au niveau de la maturation du démarchage. Donc là, on a tout protégé la propriété de l'université. Évidemment, maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un partenaire, il y a quelqu'un à l'externe qui le prenne, que ça sorte de l'université, par exemple par une start-up d'un étudiant ou d'un chercheur. Ce qu'on veut pouvoir aller chercher, c'est des demandes de financement de maturation. On revient encore ici à partenariat. Donc, élaborer un plan de maturation, arrimage avec des partenaires industriels. Donc là, il existe des programmes pour vous aider à financer, à faire avancer votre technologie. Démarchage également auprès de preneurs potentiels. Donc, aller chercher dans des salons ou contacter en fait des partenaires qui pourraient être preneurs, qui pourraient être intéressés. Là, souvent, l'équipe de recherche va nous aider parce que c'est vous qui connaissez mieux en fait le milieu de votre recherche et les gens qui peuvent être preneurs. Ce qui nous amène à la dernière étape, qui est la négociation de licence. Donc, ultimement, ce qu'on veut, c'est que l'université négocie une licence avec le partie preneur pour que la technologie ou l'innovation soit dans le milieu et soit exploitée. Donc, on va venir vous aider à négocier en fait une licence qui peut être commerciale ou non. Exclusive ou non dans différents champs d'application. Donc, on pourrait avoir une licence exclusive dans le domaine, dans un domaine médical versus un domaine plus fondamental. Puis également la durée. Souvent, la durée, ça va aller avec la protection beaucoup pour les technologies, là, donc jusqu'à la durée, la fin du brevet, donc pour 20 ans. C'est important de déterminer la valeur, l'importance de l'innovation pour le partenaire. Est-ce que ça constitue un produit, une sous-partie du produit? Qu'est-ce que ça représente dans son offre de marché? C'est quoi les comparables sur le marché? C'est pas la même chose de créer un produit, je vais dire n'importe quoi, encore là, un exemple de créer, on va dire, un nouveau yogourt que des ajouts qui se fait plus facilement, qui se conservent plus facilement, qu'une compagnie va pouvoir prendre puis mettre tout de suite sur le marché. Est-ce qu'il va y avoir des preneurs? On ne sait pas. C'est à eux de faire l'étude de marché. Versus de micro-encapsuler des vitamines que le partenaire va lui mettre dans son yogourt, qui va se retrouver dans toute son offre de service de yogourt. Mais nous, on a créé le petit ajout qui ne fera pas nécessairement en sorte que le partenaire va vendre plus cher ses yogourts, mais qui va lui permettre en fait d'avoir un ajout compétitif. Donc, c'est quoi la valeur, la différence entre les deux? Qu'est-ce que nous, on peut demander comme pourcentage des ventes? Ensuite, négocier les modalités du transfert. Donc, c'est quoi les redevances? C'est quoi les jalons de performance? Les jalons de performance les plus, mettons, faciles à comprendre, surtout dans le domaine de la santé, c'est les phases cliniques, par exemple, les phases en termes de toxicologie. Puis également, est-ce que le partenaire a le droit de donner des sous-licences? Des fois, il n'exploitera même pas la technologie, il va juste lui la donner à d'autres partenaires. Ça peut être plus simple pour nous que de chercher nous-mêmes ces partenaires-là. Donc, les bonnes pratiques pour vous,
Prendre en compte les responsabilités et les engagements en lien avec le partenariat qui sont présents dans l'entente, qui sont négociés. Respecter la confidentialité des informations confidentielles. Pour les étudiants, ben, regardez avec votre directeur, en fait, si vous avez le droit de diffuser certains résultats. Garantir la traçabilité des résultats dans votre cahier de laboratoire. Préciser votre participation à l'invention-innovation. Regardez ce qui est les contributeurs, les auteurs. En contrepartie, l'université s'engage à reconnaître les droits sur les essais, les mémoires, les thèses, les doctorats, à ne pas retarder le processus d'évaluation de ces documents, de votre soutenance ou de votre fin d'études, et également à divulguer à divulguer les résultats sous forme de publication, puis également à assurer la valorisation des résultats de la recherche. Donc, ça conclut un peu la présentation que je voulais vous faire, mais juste avant de terminer, en fait, je voulais concrètement vous illustrer un peu qu'est-ce que ça représente pour notre bureau. Donc, je vous ai mis en fait les chiffres de ce qu'on traite. Notre bureau traite principalement souvent ce qui sort d'une norme de l'université. Je ne dirais pas ce qui est problématique, mais disons ce qui rentre moins dans les normes et dans les normes de l'université. Donc, ce qui vient avec la négociation aussi chez les partenaires. Donc, pour vous l'illustrer, en 2003, juste que notre bureau a traité 380 ententes de transfert de matériel, 29 ententes de transfert de données, 91 ententes de confidentialité, 210 conventions de recherche, 61 contrats de service, 54 conventions de licence d'option et 111 autres contrats qui peuvent être des modifications à des ententes ou souvent ça peut être des documents aussi, des ententes juridiques, pour un total environ de 936 ententes en 2023. En 2024, on va être plus proche de 1000. Donc, vous voyez, ce n'est pas rare de traiter ce genre d'entente-là. Ce n'est pas quelque chose qui est anodin, c'est très présent en fait dans la recherche universitaire. Également, au niveau du portfolio, en termes de déclaration d'invention et innovation pour 2023, on en a eu 60, 69 brevets déposés, soit sur des inventions de l'année ou des années antérieures. 48 licences, 66 options de licences. En 2023, on a eu une start-up de créer. Puis, au total, notre bureau gère 697 brevets actifs et ce qui a mené à 30 startups scientifiques. Donc, je ne parle pas de toutes les startups de l'université, mais vraiment les startups issues de la recherche universitaire. Donc voilà, merci pour votre attention. Je vous mets ici l'adresse de notre bureau. Pas mon adresse parce que souvent, en fait, on aime mieux que les demandes passent par là parce qu'ils sont mieux redistribués dépendamment des demandes. Mais n'hésitez pas, mon adresse est quand même disponible dans le bottin UL. Puis vous pouvez aussi écrire à cette adresse-là et me demander personnellement. Puis voilà, n'hésitez pas, on est là pour vous aider, pour vous accompagner pour toutes les questions partenariat et propriété intellectuelle. Merci.